Bonjour tout le monde, Scott Pritchard ici à Montréal et je suis ici aujourd'hui avec le Canadian Securities Exchange et mon ami Louis Doyle, directeur général de Québec Bourse. Alors, merci d'être venu aujourd'hui. Louis, c'est un plaisir de vous voir encore. Merci à toi, Scott, pour l'invitation. Bon, explique-nous, Québec Bourse, qu'est-ce que vous faites maintenant avec Québec Bourse? Okay, peut-être juste un petit peu de background au niveau de Québec Bourse. Comme tu le sais, il y a à peine 200 sociétés québécoises qui sont inscrites sur les bourses canadiennes. Et de ces 200, on compte les très grandes entreprises du type du CN, de Bell, de CAE et ainsi de suite. Donc, si tu ne fais pas partie des grandes capitalisations québécoises, il y a des bonnes chances que, comme petite capitalisation, tu deviennes orphelin sur le marché. On a décidé de regrouper toutes les parties prenantes, les joueurs clés du marché du financement public sous une même association pour essayer de donner une voix à ces entreprises-là, pour faire en sorte qu'on puisse, dans le fond, donner du poids à leurs arguments, puis essayer d'améliorer l'environnement qui touche les marchés publics. Fantastique. On a plus de 85 membres de toutes les tailles, de tous les secteurs d'activité. On a des opérateurs de bourse parmi nos membres comme le CSE. On est fiers d'être là pour vous. Merci. Les maisons de courtage, les bureaux d'avocats, les comptables, d'autres fournisseurs de services. Parce qu'on est plusieurs à réaliser que même si on a un petit bassin d'entreprises cotées en bourse, c'est important pour une ville comme Montréal de maintenir un environnement de financement public qui est dynamique et qui demeure une alternative pour l'entrepreneur qui voudrait choisir d'amener son entreprise en bourse plutôt qu'aller se financer par les voies traditionnelles du capital de risque. Et pourquoi c'est plus petit ici au Québec, Louis? C'est quoi l'histoire? Il y a plusieurs facteurs qui expliquent ça. Le premier, c'est qu'avec la consolidation du marché boursier et la disparition des petites firmes de courtage, le marché québécois se retrouve aujourd'hui contrôlé par les grandes banques. Et les grandes banques n'ont pas, dans le fond, dans leur modèle d'affaires, le rôle de la petite capitalisation publique ne joue pas le même rôle. C'est trop de risques. C'est bien ça? C'est plus de risques, c'est plus d'efforts. Les banques ont des structures plus lourdes. Donc, on se retrouve aujourd'hui dans une situation où il y a peu de boutiques, contrairement à la situation qu'on va retrouver dans l'Ouest canadien ou en Ontario. Au même moment où on a peu de boutiques, donc de firmes spécialisées dans le financement de la PME, on retrouve au Québec une quantité abondante de capitaux privés de disponibles. On parle du capital de risque, on parle du private equity. On dit souvent que 50% des dollars de capital de risque au Canada sont gérés à partir du Québec. C'est énorme, ça. C'est énorme. Et ce que ça veut dire, c'est qu'en absence de boutiques de financement de PME et en abondance de capitaux privés, c'est plus facile d'aller là pour l'argent. C'est plus facile d'aller là, exactement. Comment est-ce qu'on va changer ça, Louis? Je pense qu'il faut jouer sur différents plans. Il n'y a pas juste une solution. Il faut trouver les entrepreneurs qui ont le goût d'utiliser les marchés publics comme outil de croissance. 2, il faut maintenir le dialogue avec les autorités en valeurs mobilières pour qu'on réduise le fardeau réglementaire. Aujourd'hui, produire un état financier trimestriel, un avis d'assemblée, c'est des pages et des pages d'informations et pas nécessairement orienté vers les besoins de l'investisseur. Pour l'entreprise québécoise, c'est encore pire parce que non seulement le fardeau, il est lourd, mais le fardeau, il est lourd dans les deux langues. Oui, exactement. C'est plus cher. L'entreprise doit produire ses documents en français pour le Québec et produire ses documents en anglais pour le reste de l'Amérique du Nord. Ça, c'est la vérité.
On a entendu une fois que, quelques fois, peut-être une version plus courte pour le français. Est-ce que vous pensez que un jour ça va arriver ou c'est toujours le prospectus français, anglais, même mot, même grandeur? Tu vis au Québec, tu sais à quel point c'est sensible la langue. Oui. Je pense pas qu'on va trouver une solution rapide au prospectus comme tel. Je pense que peu importe que le prospectus soit en français ou en anglais, il y a sûrement moyen de l'alléger. Aujourd'hui, on trouve un prospectus de plus de 200 pages. Ouais. C'est pas vraiment ce dont l'investisseur a besoin. Il n'y a pas grand monde qui lit ça. En attendant qu'on trouve un prospectus qui est peut-être plus pertinent et plus moderne, Québec Bourse, par exemple, on a proposé au gouvernement du Québec l'introduction d'un crédit d'impôt remboursable pour les entreprises québécoises cotées en bourse afin de les aider à assumer une partie des coûts de conformité. Et on espère que ce genre de mesures-là, qui sont peu coûteuses pour un gouvernement, pourraient venir en sorte de rendre le marché public un petit peu plus concurrentiel par rapport au marché privé, surtout sur une base de coûts. Mais ils ont déjà fait ça, hein? Il y a quelques années, ou une version. Il y a quelques années, il avait introduit un crédit comme celui-là. Ouais. Sauf qu'ils lui ont mis fin parce qu'il n'y avait pas suffisamment de premier appel public à l'épargne au Québec. Ouais. C'était pas assez utilisé. On pense que si on crée le bon environnement, il y a des entrepreneurs au Québec qui vont choisir la voie des marchés publics. J'aimerais bien ça. OK, dernièrement, cannabis au Québec. Est-ce qu'on va avoir de cannabis ici, des sociétés publiques? Vous êtes impliqués, je suis certaine, avec une, mais dans le big picture, est-ce qu'on va avoir d'autres sociétés publiques? C'est une bonne question. Il y a toujours eu du cannabis au Québec, mais il n'était pas toujours dans des compagnies publiques. Non. Ce qui explique un petit peu le retard des entrepreneurs québécois à être impliqués dans le secteur du cannabis, je pense que c'est les sources de financement. Quand on regarde qui ont été les pionniers, les premiers entrepreneurs à amener des projets de cannabis dans des compagnies publiques, on s'aperçoit que c'est des entrepreneurs qui demeurent dans des régions où il y a un grand bassin d'investisseurs spéculateurs. Qu'on pense à la Colombie-Britannique, qu'on pense à l'Ontario, qu'on pense à l'Alberta. Au Québec, on n'avait pas ça. Et ce qu'on constate aussi, c'est que nos premières entreprises et les premières entreprises canadiennes de cannabis qui se sont inscrites chez vous, par exemple, ont été aussi financées par des boutiques. Oui. Des boutiques qui ne sont pas présentes au Québec. Donc, si vous n'avez... Quand tu n'as pas l'intermédiaire pour faciliter la levée de capitaux, c'est un peu plus difficile. Exactement. Et comme on disait plus tôt aussi, comme il y a beaucoup de capital de risque, comme il y a beaucoup de private equity, le marché institutionnel est toujours plus lent à accepter d'investir dans des nouveaux marchés, surtout des marchés qui peuvent porter à controverse un petit peu, comme le marché du cannabis. Oui, c'est bien dit et je suis d'accord. J'aimerais bien avoir des autres sociétés comme vous sur notre bourse. Alors, merci encore pour venir, Louis. Et à la prochaine. Merci. À une prochaine. Bye bye. Merci beaucoup.